Bonjour à tous et bienvenue sur Géopolitique Profond pour votre émission d'analyse quotidienne. Quotidienne maintenant, 7 jours sur 7 comme vous avez pu le voir hier. Donc Mike Borowski était présent pour répondre à chaud sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ainsi que d'autres événements autour. Et donc nous, on continue ce format en compagnie de Nicolas Stocker du lundi au vendredi car il y a beaucoup à dire notamment avec l'expertise de Nicolas. Mais tout d'abord, je le salue. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes. Alors, bien évidemment, avant de commencer cet entretien, pensez tous à mettre le pouce sous la vidéo, à partager sur les réseaux sociaux et d'interagir, de nous dire ce que vous avez pensé. Dites-le à nous n'étions pas là ce week-end, ce que vous avez pensé de cette cérémonie d'ouverture riche en symbolique, riche en effets pyrotechniques, riche en messages avec une Céline Dion à la fin qui chante derrière un show laser absolument incroyable. On voit deux types de public, un public totalement indigné, qui remarque certaines scènes potentiellement blasphématoires, qui a amené des censures dans de nombreux pays. De nombreuses personnalités politiques, dont Viktor Orban, au sein de l'Union européenne, a répondu en montrant que c'était tout simplement la disparition de la morale en Occident. Mais on a aussi plein de personnes qui nous disent que c'était un show absolument incroyable, exceptionnel, et qu'on doit être content. Macron l'a dit, on s'en souviendra dans 100 ans. On l'a fait. This is France. On le dit en plus en anglais parce que nous sommes en France pour les Jeux Olympiques. Donc, les amis, This is France, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à nous le dire. Mais évidemment, je pose la question à Nicolas. Nicolas, donc il y a eu cette cérémonie d'ouverture. Qu'en as-tu pensé? Écoute, c'était plus que prévisible, en effet, comme un certain nombre d'internautes, j'ai vu le noter sur le chat, puisqu'on on le savait, il nous avait prévenu, Patrick Boucheron en particulier. On connaissait les états de service aussi de Joly, de Thomas Joly, que ce soit sur Starmania, que ce soit un Roméo Juliette, un brin queer, c'était pas un brin queer, il était lui-même totalement fantasque et queer. Donc on savait à peu près à quoi on allait s'en tenir. Je dirais qu'ils ne nous ont pas déçus dans l'ignoble. Quelque chose qui finalement se voulait très révolutionnaire, portant un projet politique. Oui, si on veut, c'était un projet finalement très identitaire, hein, sauf que c'était pas l'identité majoritaire, c'était les identités minoritaires. Donc avec trois identités minoritaires qui ont été spécialement mises en avant, l'identité LGBT, alors ça évidemment, ça, c'était même les trois quarts, l'identité de la sororalité des femmes, avec toutes les grandes figures finalement des femmes telles que cette idéologie woke la représente, c'est Halimi, c'est Simone Veil, c'est Simone de Beauvoir et quelques autres. Et puis le troisième, évidemment, ce sont les racisés, donc cette espèce de métissage planétaire dont on a été abreuvé ad nauseum. C'est ces trois identités qui sont d'ailleurs à L3 presque pas minoritaires, puisque s'il y a les femmes, quoique, on va en reparler, peut-être il y a une ambivalence extrême sur le rapport, entre autres, de la communauté, de cette communauté, en tout cas LGBT, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des têtes couronnées, puisqu'on voit une espèce de... Il y a une ambivalence. Ça fait partie certainement d'ailleurs de leur désir. C'est le modèle obstacle, la femme, hein, pour une certaine homosexualité, va-t-on dire. Hein. On n'est pas prêcheur de haine. Mais en tout cas, pour eux, pour cette espèce d'homosexualité LGBT, donc qui est pour moi prosélyte. Elle est quasi religieuse, elle est religieuse d'ailleurs. D'ailleurs, ça contrevient normalement des JO, ces cérémonies, elles ne doivent avoir ni contenu politique manifeste et encore moins de contenu religieux. Vous aviez les deux. Et de quelle religion parle-t-on? Mais alors voilà, de quelle religion parle-t-on? Ce n'est certes pas du christianisme, c'est même un anti-christianisme complètement assumé, puisqu'ils disent toujours qu'ils assument. Enfin, ils assument jusqu'à un certain point. Hein. Et donc, je dirais que ces identités ont été mises en avant. Le projet politique, c'est aussi une grossière erreur qu'a fait Patrick Boucheron, on ne peut pas s'en étonner, historien révisionniste. Il fait débuter l'histoire de France en 1793 avec l'exécution de Marie-Antoinette. Elle commence avec, donc finalement, des siècles et des siècles de l'histoire de France sont totalement gommés. C'est-à-dire que la représentation de la France, elle commence avec la Révolution comme s'il n'y avait rien eu avant, jusqu'à nos jours. Donc ça aussi, c'est un révisionnisme manifeste.
Il l'avait dit, ça serait l'anti-Puy du Fou, pour le coup. C'était bel et bien, en effet, l'anti-Puy du Fou. Pour un premier commentaire général. Absolument. Alors là, j'aurais aussi une question à poser avant qu'on puisse décortiquer certains éléments symboliques importants, sachant que on a observé aussi un rétropédalage directement donc des organisateurs qui tentent d'expliquer que certaines scènes n'étaient pas finalement ce que l'on considère aujourd'hui comme, lorsqu'on a pu le voir en direct, c'est-à-dire une réinterprétation de la fameuse scène, de la scène de Léonard de Vinci. On a voilà d'autres éléments qui sont amenés aujourd'hui. D'ailleurs, de nombreux passages ont été supprimés. France Télévisions a réalisé une purge intégrale sur les réseaux qui a touché tous les pays du monde pour ne plus rediffuser ça. Ils ont même supprimé l'apparition de Philippe Catherine qui représentait donc un Dionysos en schtroumpf bleu avec les parties clairement exposées. Mais bon, ça on pourrait dire que c'est Dionysos. Bref, première question que j'aurais envie de te poser, Nicolas, parce que là on parle de l'organisateur qui est Thomas Joly, donc qui n'est pas forcément connu, hein, je pense, de nos spectateurs ou même connu des Français de manière générale. Mais quand on voit cette cérémonie-là, est-ce qu'on peut se dire que c'était donc une cérémonie qui a été véritablement donc organisée à travers l'esprit et la vision de Thomas Joly, ou on pourrait dire, étant donné que nous parlons régulièrement de notre président qui est donc Emmanuel Macron et de sa compagnonne Brigitte Macron, est-ce qu'on pourrait dire que ça représentait aussi peut-être la vision du monde d'Emmanuel Macron et du couple présidentiel ? Alors oui, entre autres, et de toute l'élite finalement mondialisée, cosmopolite, puisque qui est en charge de l'organisation de cette cérémonie? C'est Paris 2024, c'est le comité des Jeux Olympiques parisiens. Donc vous avez une espèce d'homme de paille extrêmement ambitieux, mais assez inconsistant, qui est Estanguet, c'est lui qui préside, mais derrière, vous avez un conseil d'administration. Qu'est-ce que vous retrouvez dans le conseil d'administration? Vous retrouvez, entre autres, bien sûr, l'État. C'est normal, c'est ceux qui contribuent financièrement qui, normalement, prennent des décisions. Donc, vous avez l'État qui, dans cette cérémonie, contrevient au principe de laïcité, c'est évident, on pourra y revenir, rien que par l'aspect blasphématoire. Contre-religion, c'est une religion. La ville de Paris, le conseil régional d'Île-de-France, je vais aller regarder avant l'émission, le conseil général de Seine-Saint-Denis, ce type d'organismes qui sont donc des organismes qui contribuent avec votre argent. C'est bien sûr avec votre argent quand il y a eu... Elle a encore été prise la main dans le sac, si j'ose dire, Valérie Pécresse dans son affrontement avec Anne Hidalgo en disant moi, si je donne de l'argent, j'ai pas envie qu'on me crache dessus. C'était quelques jours avant la cérémonie d'ouverture concernant les transports parisiens. Sauf que c'est pas son fric, encore une fois, il faut lui répéter. Combien de fois faudra-t-il lui répéter à Valérie Pécresse qu'elle arrête de dire qu'elle donne de l'argent? C'est pas son argent. Elle donne son argent, ce n'est pas son argent. D'accord. Qu'elle le pige une bonne fois pour toutes. Voilà, il va falloir vraiment. Et ça a été d'ailleurs une des origines de la Révolution, c'est ça. C'est-à-dire la confusion c'est de se rendre compte que cet argent, c'est l'argent des contribuables, c'est l'argent du peuple. C'est une base. Le consentement à l'impôt, c'est une des bases. Je dirais même de leur démocratie, de ce qu'ils appellent leur république. Et elle est aujourd'hui complètement foulée aux pieds, puisqu'il y a énormément de gens dans le monde, et pas seulement en France, quand ils voient comment a été utilisé leur argent sur cette cérémonie, franchement, ils se disent, bon sang, non, moi j'aimerais contribuer autrement. Donc, et leur expliquer à ces gens-là, en effet, que c'est pas leur argent. Mais oui, c'est la logique. Alors bon, après, fleurit sur les réseaux sociaux le fait que Macron avait annoncé en Grande-Bretagne pendant la crise sanitaire la bête de l'événement. Enfin, il le disait de façon un peu ironique. On va pouvoir aller sur cet aspect-là. Mais moi, ce qui m'a le plus interpellé, mais on en parlera, c'est le mensonge permanent. Le mensonge et la mauvaise foi permanente. C'est-à-dire que quand tu expliquais, Raphaël, qu'il y avait deux niveaux alors il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Mais dans ceux qui adorent, il y a deux catégories, je pense. Il y a ceux qui aiment parce qu'ils représentent ça, c'est-à-dire ils sont ces minorités-là, ils sont paris, parce que c'est pareil, cette cérémonie n'a fait qu'accentuer les clivages politiques qu'on a pu constater durant les dernières élections. C'est un parisianisme effarant qui se transporte l'été à Avignon, mais c'est cette même décadence.
ce sont les mêmes qui sont c'est les bobos parisiens qui sont et Thomas Joly, c'est l'archétype même de cette décadence avignonnaise qu'a tant moqué et ô combien à juste titre mon cher Philippe Muret, qui n'avait de cesse de parler, en parlant des moutons de Panurge, il avait d'autres expressions et il disait des gens comme Thomas Joly et autres, eh bien que c'était les mutins de Panurge, voire les matons de Panurge. Hein, ce sont des rebellocrates, ce sont des rebelles subventionnés, ce sont des fonctionnaires de la rébellion. C'est tout sauf des rebelles, ces gens-là, évidemment. Hein, tout ce qui pourrait apparaître d'une façon ou d'une autre comme une forme de rébellion authentique, elle a existé, cette rébellion, en effet, et même dans des milieux libertaires et d'extrême gauche, où à une époque, en effet, vous disiez un certain nombre de choses et vous preniez des risques. Là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Là, vous prenez aucun risque à faire ce que Thomas Joly a fait. Bien au contraire, il ne peut être qu'encensé par l'élite. Donc, ce sont des mutins de Panurge et ce sont des matons de Panurge, parce qu'il y a ce côté enfermement carcéral d'une idéologie woke sur lequel on n'a pas à discuter. Hein. Alors, on a pu constater, je terminerai juste là-dessus, sur le fait que, comme par hasard, alors qu'il s'apprêtait à cette cérémonie, à l'imposer à 7 milliards d'habitants sur Terre, à plus d'1 milliard qui paraît-il, l'ont vu, à 20 millions rien que sur France 2, à leur imposer ça, eh bien, il y avait un site qui se mettait en place pour signaler, toujours, ces mutins et ces matons de Panurge sont en plus des cafards, sont en plus des délateurs et encouragent la délation avec une plateforme qui s'est mise en place au moment des JO pour traquer la haine en ligne. Il faut le faire. Justement, alors première chose, je dirais, si vous êtes sur X, je vois encore une fois, encore et toujours, malheureusement, chers spectateurs, ça marche pour quasiment tous les contenus que vous avez en France. Quand vous regardez des diffusions en direct sur X, ça bug, la rediffusion sera impeccable, mais si vous voulez nous voir en direct sans aucun problème, venez directement sur la chaîne YouTube de GPTV Actu. Voilà, venez directement, comme ça en plus on est encore plus nombreux et vous pourrez interagir dans le chat. Alors justement, Nicolas, tu viens donc là de parler d'une catégorie bien précise et je pense qu'il est nécessaire de pouvoir en fait citer certains propos et je pense qu'on a donc un représentant justement, bon, je vais pas dire des cafards tel que tu viens de dire, mais on a notre Raphaël Enthoven national, notre grand philosophe des Lumières, de l'univers et au-delà, qui ne s'arrête jamais, qui est vraiment la quintessence de cette modernité et du pouvoir à la fois parisien, de cette arrogance, de ce mépris. Et donc, Raphaël Enthoven nous a écrit un magnifique texte, car évidemment, on est face à quelqu'un qui, lui, accepte et adore absolument tout ce qui compose ces Jeux Olympiques. C'est le maton de Panurge numéro 1, c'est un maton de Panurge, c'est lui qui a écrit Les Nouveaux Réactionnaires, où il dénonçait justement des gens comme Philippe Muret, et il disait toute sa rage et toute sa haine. Exactement, et comme tu viens de citer Philippe Muret, donc je vais me permettre de vous lire ce petit extrait de texte donc, que Raphaël Enthoven a publié sur X, et vous pourrez nous dire, chaque spectateur, et ensuite Nicolas répondre sur ça, et on pourra parler des autres catégories, mais je pense que c'est très intéressant d'avoir cette synthèse qui s'exprime. Donc Raphaël Enthoven qui nous écrit sur X, donc il parle des critiques qu'il reçoit d'abord, c'est-à-dire suceur de Macron, serviteur de Satan, quintessence du wokiste pur jus, ringard heureux. Donc il explique: je reçois plein de douceur de la part des gens vexés que j'ai pu aimer la cérémonie d'ouverture des JO. Plein d'insultes dégueulasses de la part de gens qui défendent les bonnes manières sur scène. À tous ces gens aimables, je veux dire d'abord fuck. J'aime ce que je veux et je vous emmerde. Donc là, il faut se souvenir que c'est toujours l'habitude de Raphaël Enthoven. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit pour les non-vaccinés. Il avait dit: je vous souhaite à tous, je crois que c'était un joyeux Noël ou alors une bonne année, mais sauf à vous en fait, sauf les non-vaccinés. Il avait rajouté une insulte derrière. Voilà, c'était vraiment pour nous considérer, pour faire comprendre que vous étiez des Untermensch, si vous n'étiez pas tout simplement des personnes qui se soumettaient à la politique sanitaire, quelle qu'elle soit. Donc, mais surtout, je redis que j'ai adoré l'explosif lever de rideau. Philippe Catherine en schtroumpf voluptueux. Les drag queens de la scène. Donc déjà, ils valident la scène. Ça, c'est important parce qu'on va parler juste après de la modification de la communication pour dire que c'était d'autres scènes finalement qui étaient représentées, d'autres interprétations. Aya Nakamura qui danse avec la garde républicaine. La transformation de Zizi Jean-Mer en Lady Gaga et d'Edith Piaf en Céline Dion. La guillotine sous du heavy metal. Le plus vieil athlète du monde qui tend la flamme à deux géants. La vasque suspendue, la tour Eiffel découpée par la lumière.
Il n'y avait rien de décadent là-dedans, ni même rien d'obscène. Les démagogues qui, comme Mélenchon, feignent de s'indigner qu'on s'en prenne aux religions parce qu'ils draguent le vote musulman, vous êtes la lie de la politique. Et donc là, spécial dédicace à Nicolas, les émules de Philippe Muret, les contempteurs de l'homme festif qui voit dans ce spectacle l'apogée de la décadence, vous êtes tellement prévisibles. Vous voyez comme la soumission à une minorité le mélange qui exprime la diversité d'un peuple. Vous voyez un sommet de nihilisme dans un moment d'espoir collectif. Et vous vous trouvez lucide de reprocher à un spectacle d'être un spectacle. Avec le temps, votre iconoclasme est devenu un académisme. Les pieux agressifs qui vomissent sur une tête coupée ou sur une scène mise en scène, vous vous trompez de pays. Plus que la fille aînée de l'Église, la France est une république et le blasphème n'y est pas répréhensible. Le crime et la vraie décadence serait de ne pas faire usage d'une si somptueuse liberté. Magnifique. Magnifique. Donc déjà, chers spectateurs, n'hésitez pas donc à nous dire ce que vous en pensez. Donc Nicolas, un commentaire sur cette synthèse. Je pense que ça représente exactement tout ce que tu viens de dire. C'est la synthèse d'un état impur. Est-ce que tu as un petit commentaire où on peut parler donc après voilà des autres catégories de personnes qui ont pu réagir face à cette cérémonie d'ouverture? Non, mais il a tout résumé. Après, le blasphème, oui, mais étant donné que ce sombre imbécile est par ailleurs un européiste, il devrait quand même savoir que la Cour européenne des droits de l'homme, dans son article 9, sur la Déclaration universelle, et quand même peut punir ce qui s'est passé lors de cette cérémonie, puisque tout le monde a le droit à vivre sa religion, je dirais, dans une certaine tranquillité. Enfin, il y a des éléments sur l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, telle qu'elle est étudiée, telle qu'elle est sanctionnée par la Cour européenne. Et je sais que la Griffe, entre autres, nos amis de la Griffe, dont le représentant en chef est un patron d'émission de Radio Courtoisie, eh bien, ont chargé Jérôme Triomphe, leur avocat, de déposer plainte parce qu'ils ont considéré que finalement, eh bien, que ce soit l'archevêché de Paris, que ce soit la conférence des évêques, que ce soit les prêtres en général, les chrétiens, le moins qu'on puisse dire est qu'ils se sont fait un peu tirer les oreilles pour réagir. Dans un premier temps, ils n'ont pas réagi du tout, ou réagi en s'esbaudissant, en disant combien c'était magnifique. Et puis après, bon, quand même, on leur a dit, il y a ça, il y a ça. Donc là, évidemment, ils se sont dit peinés. Enfin, je rappelle quand même qu'ils ont collaboré à ces JO avec cette messe, qui était quand même hautement ridicule. Faire une messe pour des Jeux Olympiques, mais est-ce qu'on peut m'expliquer en quoi l'Église catholique, quel rapport avec les Jeux Olympiques? Ils ont fait à la Madeleine, quelques jours avant, une messe d'intronisation. Et maintenant, ils en sont amenés à faire des messes de réparation, à faire depuis dimanche des messes de réparation, vu ce qui s'est passé. Il y a vraiment une inconsistance de l'Église catholique. On pourrait même dire que, comme tu l'as dit, bien sûr que c'est l'idéologie de Macron, cette cérémonie. Qu'est-ce qu'a fait le pape? Qu'est-ce qu'ont fait les évêques? Ils ont demandé encore là de voter pour eux, de voter pour les mêmes. Ils les ont demandé à voter pour ceux qui ont validé, qui ont financé cette cérémonie. Alors, il faudrait savoir. Absolument, absolument. Donc ça, c'est pour un aspect, c'est-à-dire pour ceux qui apprécient en faisant partie de cette minorité-là, mais aussi, il faut le dire, il y a de nombreuses personnes qui ont tout simplement apprécié ce long spectacle, car il faut reconnaître que sur un plan logistique, il y a de nombreuses réussites, et aussi, selon le type de public auquel on appartient, par exemple, on peut peut-être ne pas interpréter certains symboles, et on peut s'arrêter devant un spectacle qui peut paraître très divertissant, notamment le groupe Gojira. Moi, personnellement, je suis un énorme, très grand fan de Gojira. Mais c'est vrai que la symbolique derrière, en fait, c'est qu'il y a une forme de tristesse, c'est que on est sur la vénération, en fait, du sang, de la violence, mais non pas de n'importe quelle violence. C'est-à-dire, en fait, d'une période de la France bien particulière. Et on a vu une Marie-Antoinette décapitée. Mais c'est pareil pour d'autres scènes. Quand on ne voyait pas, évidemment, des dragues ou des transsexuels à côté d'un enfant, par exemple, eh bien, les personnes étaient tout simplement contentes de voir une Céline Dion chanter, de voir une Lady Gaga. Bon, Nakamura, c'est un autre sujet, mais même le fait de mettre des bateaux sur la scène pour voir en fait les différents pays représentés, tout n'est pas à jeter, il faut essayer de faire preuve de modération, mais par contre, il ne faut pas que ça puisse occulter l'importance du message envoyé par le pouvoir. Voilà, donc peut-être que tu as un commentaire sur ça, sur cette catégorie de personnes qui en fait, finalement,
arrivent à accepter ce qu'ils ont devant eux parce que il y a du pain et des jeux et ils en viennent à ne pas voir la symbolique qu'il peut y avoir derrière. Ah bah, c'est justement, j'avais pas fini en effet sur, il y a ceux qui détestaient et ceux qui aimaient, mais je disais, il y a deux catégories dans ceux qui aiment. Il y a en effet ceux qui sont à l'origine du message, et eux, les choses sont claires, et on va voir après comment ils ont un double langage, comme ils sont menteurs depuis l'origine. Ils ont vraiment le mensonge dans la peau. Thomas Joly, c'est un menteur pathologique. Comme on en a d'ailleurs, on voit de plus en plus émerger des types de personnalités de notre société. Je dirais, le terminal, notre société décadente, produit de plus en plus et met en avant des menteurs pathologiques. Mais ce sont même des enfantillages. Il y a certaines choses, on va revenir sur Thomas Joly, mais comment peut-il nier des évidences que son second, que des personnes qui travaillent avec lui l'ont dit, c'est la scène. Il dit non, c'est pas la scène. Là, vraiment, on va se régaler. Il faut qu'on se régale. Il faut vraiment. On en a peut-être pour un petit moment, mais en effet, je suis d'accord avec l'idée que sur ceux qui ont aimé, il y a ceux qui délivraient un message et savaient très bien ce qu'ils faisaient, et puis il y a l'écrasante majorité, semble-t-il, même des Français, de ceux qui ont assisté à la télé ou même sur place, quoique sur place, attention, hein, contrairement à ce qu'on nous a dit, ça a été très loin d'une liesse populaire. On est en plus dans un espèce de monde du chiffre, comme si la quantité pouvait être un alibi à l'absence de qualité, voire même se substituer à la qualité. C'est pas parce que 20 millions de personnes voient un spectacle que c'est un beau spectacle. Ce n'est pas parce que vous avez quelques centaines de milliers de personnes qui se déplacent pour assister à un spectacle que c'est un beau spectacle. Mais en tout cas, il y a indéniablement, au moins au niveau télévisé, les gens ont aimé parce qu'ils ont trouvé ça beau. Alors c'est ça. Alors là, après, il faut vraiment s'entendre sur qu'est-ce que le beau. Mais là, c'est affligeant. J'ai envie de dire que ça montre aussi une certaine dégradation. L'homme est abîmé aujourd'hui. Il ne faut pas croire que tout ce qui se diffuse jour après jour, année après année, n'a aucun impact sur nos concitoyens et sur leur vision du bien et du mal, sur leur vision du beau et du laid. Évidemment que ça a un impact, en particulier chez les jeunes. J'ai envie de dire d'ailleurs que cette cérémonie des Jeux Olympiques est la suite logique de la dernière Eurovision, du dernier concours de l'Eurovision, où on avait déjà, c'est la même chose, ce même enchaînement de cérémonies, de fêtes qui sont livrées à une communauté, ce qu'en avait fait Philippe Murat avait totalement dénoncé dans Homo Festivus, bien sûr, l'homme de la fête. Et en même temps, une ambivalence. Alors, ils tendent à rendre beau ce qui est profondément laid, tel que la décapitation d'une reine, tel que la guillotine. Alors, ont-ils réussi à le rendre beau? Ça se discute. Mais c'est vrai que la Conciergerie est un des plus beaux bâtiments de Paris, indéniablement, au bord de Seine. Ce rouge, cette chanson, en effet, ce hard rock. Mais est-ce un bâtiment réalisé par la République? Ça aussi, je pense que ce sera un détail que l'on pourra aborder, c'est-à-dire ce qui fait en fait la ville de Paris, la capitale, qui a été utilisée pour donc la cérémonie d'ouverture, en voulant montrer absolument la modernité et imposer les valeurs de la République. En fait, on voit qu'elle s'appuie sur quelque chose de très concret, de très matériel, qui à mon avis date de ce qu'on appelle tout simplement l'histoire de France et un monde qui n'appartient pas forcément à la République. Enfin, je te laisse continuer, mais je pense que ça, c'est important à noter aussi, ce qui montre cette salissure, comme tu l'as dit, en fait, le tenter de faire transformer en beau ce qui est laid et inversement, malheureusement. Alors oui, tout est inversé, jusqu'à la scène finale, qui est une inversion de la Tour Eiffel. Il faut rappeler d'ailleurs que à l'origine, ils souhaitaient réussir à bâtir une sorte de monument qui aurait été la vasque qui aurait reçu le feu des JO, qui était en inversion la Tour Eiffel. Et on voit cette inversion. Elle y est. On va en reparler. On va reparler des ailes, on va reparler du chevalier. On va parler des différentes symboliques. Mais en tout cas, oui, là, pour la symbolique de Marie-Antoinette, je pense que c'est important de s'arrêter. Revenons, oui. Absolument. Sur celle-ci, indéniablement, on voit quand même, moi, ce qui me surprend le plus, mais c'est pas nouveau dans mon observation, d'une certaine communauté LGBT qui est très ambivalent avec les femmes et avec les têtes couronnées. D'ailleurs, dans la scène, montrer une espèce d'homme femme à barbe, là,
espèce de... Là, on est quand même au sommet du mauvais goût, qu'on le veuille ou non. Il faut bien quand même le voir. Alors, qu'il faille réhabiliter la femme à barbe, la foire du trône, le musée des horreurs, la cour des miracles, enfin tout ce qu'on voudra bien, d'accord. Mais là, on est quand même dans le lait le plus laid. Enfin, je ne pense pas que c'est fait un appel à la haine. C'est triste. D'ailleurs, moi, je suis très triste pour ce personnage là qu'on a vu à plusieurs reprises dans la scène avec sa barbe qui est en femme. Enfin, c'est vraiment là, c'était. Ben, j'en ris. Hein, à mon avis, il faut pas non plus toujours. Il faut en rire aussi parce qu'ils sont vraiment quand même. C'est d'un ridicule achevé. Mais cette ambivalence, elle est liée justement au middle obstacle, c'est-à-dire qu'une certaine communauté homosexuelle n'a d'autre ambition et finalement dans une admiration haineuse vis-à-vis des femmes. Ce qui explique que l'admiration... Et alors, ils clivent. Dans ces cas-là, psychologiquement, vous clivez toujours quand vous êtes dans cette ambivalence. Et donc, vous avez d'un côté Élisabeth II, vous avez la reine d'Angleterre, et vous avez toutes les fofolles qui admirent et qui sont toujours en train de pousser des cris où « Ah non, pas Kate !» Quand Kate avait eu son cancer, « Ah non, pas elle, en plus Kate !» Bon, cette espèce de côté complètement ridicule des folles. Et à côté de ça, il se gargarise de décapiter la malheureuse Marie-Antoinette. Donc là, on est dans une ambivalence dont les femmes devraient bien se méfier. Parce que on connaît beaucoup de femmes qui finalement... les principales défenseuses de cette communauté LGBT, c'est souvent les femmes. Elles devraient s'interroger sur leurs meilleurs amis, des fois. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu constater plusieurs reprises déjà à titre personnel, parce que c'est beaucoup plus ambivalent, cette espèce d'amour haineux, ce que Lacan appelait énamoration. Il y a une forme d'énamoration de ces communautés LGBT pour l'éternel féminin, dont on voit qu'il faut qu'il soit à la fois sublime et en même temps profondément dégradé. Je trouve cette ambivalence très, très troublante. Absolument, et de toute façon, je vous invite, si vous pouvez revoir certaines images, parce que je vous rappelle que France Télévisions a censuré énormément de vidéos sur les réseaux, mais aussi sur sa propre chaîne. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé certains de leurs propres extraits suite à l'indignation que ça a provoqué dans le monde, surtout dans les pays où en fait des valeurs morales ou civilisationnelles ou religieuses sont encore présentes, et vous pouvez voir donc évidemment ce show où normalement vous avez évidemment voilà une femme à barbe sous la pluie qui rampe à quatre pattes devant la caméra. Et comme le dit Nicolas, en fait, faut en rigoler. Hein. Quand on voit ça, faut en rigoler. Ces gens-là, comme on dit dans le Poitou, la nouvelle, enfin, l'expression maintenant populaire de 2004, Inch'Allah, ils ne feront pas d'enfants. Eh bien, normalement, c'est censé être. Ça aussi, c'est important, cette symbolique, la différence entre la promotion de la fertilité et de la stérilité. Hein. C'est tout ce qui va être la décadence, l'entropie, la mort. Eh bien. Là, c'est quelque chose que l'on observe aussi. Ces personnes-là, malheureusement, se terminent sans reproduction et dans la mort. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas aussi non plus trop s'inquiéter. Il faut pouvoir se protéger de ces valeurs-là et surtout de l'impact. On a fait une émission hier. Mais d'où leur prosélytisme. Oui, exactement. On a fait une émission. D'où leur prosélytisme. On a fait une émission des enfants des autres. Ils n'auront pas d'enfants, mais ils s'intéressent aux enfants des autres. Attention. Exactement. Et pour ça, je vous invite à regarder l'émission qu'on a pu faire hier avec justement Thibaut Kerlierzin sur les standards de l'OMS pour l'éducation à la sexualité. Une émission assez difficile, on va dire, une fois qu'on creuse, mais qui est importante. Donc, il faut pouvoir se protéger en fait de ces phénomènes-là, et comme vient de le dire Nicolas, du prosélytisme exacerbé de ces minorités-là. Nicolas, alors donc là, il y avait cet aspect pour Marie-Antoinette, finalement, donc une sorte d'apologie en fait de ce qui représente la Révolution française, la terreur. En faire un magnifique show sanglant avec les fameuses guirlandes qui veulent représenter une explosion de sang à la fin du show fait par Gojira. Mais donc on a aussi d'autres symboliques qui apparaissent. Tu viens de parler donc de la fameuse scène où on a donc du wokisme, en plus ce qu'on appelle et on va faire exprès d'utiliser l'anglicisme, le body positivity, c'est-à-dire l'obésité n'est pas un problème de santé, c'est une condition qu'on peut choisir, où en fait la personne qui remplace le Christ, et donc c'est une lesbienne obèse qui d'ailleurs elle-même déclare que ça fait partie de la scène et que c'est le nouveau Gestament, c'est le New Gestament, comme elle a dit. Donc on a cette symbolique-là, mais parlons donc de la scène. On a des propos qui apparaissent maintenant de divers critiques de nous qui sommes apparemment, donc, comme l'a dit Anne Hidalgo, donc des peines à jouir jusqu'au bout. Eh bien non, ce n'était pas la scène, c'était une représentation en fait plus ancienne, c'était plutôt le festin des dieux, d'où l'apparition de notre schtroumpf national Philippe Catherine qui représentait Dionysos. Alors Nicolas, comment trancher la question ? En fait, c'est les deux.
Mais c'est mélangé, c'est fait exprès, tout ça a été fait exprès. Au début, d'ailleurs, il lance, c'est toujours des pavés dans la mare, des provocations, et puis il voit comment les gens réagissent. Et par rapport à ça, ils vont trouver un message de substitution. On va pouvoir relater l'ensemble de la cérémonie, du début à la fin, ils ont usé de cette technique. Si tu veux, on peut en effet commencer par la scène. Je termine juste sur le Marie-Antoinette en disant qu'ils font débuter l'histoire de France sur une scène sacrificielle, et ça, c'est pas neutre. Il faut reparler de René Girard, il faut reparler de cette machine à faire des dieux, et dont Dionysos c'est un archétype même, puisqu'il est dévoré par les titans. J'ai envie de dire que cette scène, ou festin des dieux, appelons-le comme on voudra, est un immense aussi hymne et ode au cannibalisme. Et ça, j'expliquerai pourquoi. Dionysos, le présenter sur un festin, il ne faut pas oublier que Dionysos, il est dévoré par les titans. Tu parlais de géants à un moment donné aussi, qui sont représentatifs justement de ces titans, c'est-à-dire de ces dieux avant les dieux olympiens. Mais ce festin des dieux est en effet un festin des dieux olympiens. Quand on regarde, en fait, il y a un mélange des deux. Il y a en effet un aspect, il y a deux tableaux. Il y a le tableau de Léonard de Vinci, qui est la scène, et certains éléments ne trompent pas. Il y a bien, ils y ont mis un certain nombre d'éléments de la scène, et ils y ont mis un certain nombre d'éléments du festin des dieux. Donc d'ailleurs, c'est doublement blasphématoire, ou triplement blasphématoire, puisque à la fois c'est une scène qui est totalement détournée, qui est une volonté vraiment de choquer, de blasphémer, et en même temps on fusionne des éléments païens avec les éléments chrétiens, où le Dieu fait homme avec ses apôtres, d'un côté, et de l'autre, des dieux avec toujours ce rappel de la dévoration de Dionysos, qui est un dieu qui va ressusciter. Donc il y a une volonté vraiment de jouer sur tout ça, et donc rappeler cet aspect sacrificiel. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue, qui mériterait des développements peut-être au-delà même d'une chaîne YouTube, mais il y a le sang au départ. On rappelle quand même, la scène, c'est tenez, voici, ceci est ma chair, voyez, ceci est mon sang. Et c'est l'inverse. On sent que c'est un tableau comme alors certains parlent de sorcellerie, certains parlent de satanisme. On peut l'appeler comme on voudra, faire attention juste aux mots, mais en tout cas, il y a bien une tentation d'une inversion de tout, et d'une inversion dans un miroir. C'est pour ça d'ailleurs que la scène finale, elle est voulue comme telle, c'est-à-dire une tour Eiffel inversée, qui aurait pu servir de vasque, en effet, à la flamme, et puis finalement, ils vont utiliser, on le sait, autre chose, dont on pourrait d'ailleurs aussi parler, qui pourrait ressembler, certains l'ont dit, à un champignon nucléaire. Belle fin de cérémonie pour Paris. Mais voilà, sur la scène, ils ont donc toujours un deuxième argument, c'est-à-dire ils tentent la scène, et puis si vraiment il y a trop de réactions, ils disent ah mais non, vous n'avez rien compris. Donc c'est fait exprès. Et à la fois on passe un message et on essaie de ridiculiser ensuite ceux qui sont gendarmes, qui s'en offusquent en disant mais vous n'avez rien compris, c'est vous les obsédés, c'est vous qui ne pensez qu'à ça, mais c'est pas du tout le cas, c'est absolument pas ce qu'on a voulu dire. Alors que, et là-dessus, il faut être un menteur pathologique, je suis désolé de le dire, monsieur Thomas Joly, vous êtes un menteur pathologique, que de prétendre, alors que l'ensemble de vos collaborateurs ont dit l'inverse, qu'il s'agit du banquet des dieux uniquement. Il s'agit en partie c'est en partie vrai. Encore une fois, il y a le mensonge, par omission aussi. Donc c'est la fusion des deux qui donne donc une scène tout à fait qui est l'inverse finalement, encore une fois, de la représentation de la scène telle qu'elle était voulue et pensée par Léonard de Vinci. Mais de toute façon, cette scène, elle est attaquée depuis longtemps. D'ailleurs, la modernité l'a attaquée d'entrée, ou la postmodernité actuelle. Regardez le Da Vinci Code. Dans le Da Vinci Code, il y a cette idée que Léonard de Vinci, parce que inverti, parce que homosexuel, aurait représenté, ce ne serait pas Jean, le bien-aimé, qui serait presque couché sur le sein du Christ, mais ce serait Marie-Madeleine. Rappelons-nous, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui les travaille, il y a une volonté manifeste de remettre en question, de détruire cet absolu de l'amour chrétien, puisqu'ils font des références à la mythologie grecque, on rappelle que chez les Grecs, il y a trois formes d'amour: Eros, Philia
et agapé. C'est agapé, bien sûr, c'est un festin, c'est une agape. L'agapé, c'est un amour sublime, un amour absolu de partage entre les hommes et les dieux, justement. Pas entre les dieux, mais entre les hommes et Dieu. C'est cette union intime du divin et de l'humain qui est célébrée dans la scène et qui est pour, évidemment, c'est l'incarnation même. C'est l'exubérance et l'extraordinaire de l'incarnation, cette scène. Et évidemment, on le sait, pour ceux qui y croient en tout cas, Lucifer, le Satan diabolique, est en rébellion contre la création. Et qu'est-ce qui l'insupporte par-dessus tout dans cette création? C'est la place que Dieu réserve à l'homme. Alors que lui, qui est l'ange de lumière, c'est une rébellion vis-à-vis de la création. Donc c'était, je dirais, attaquer la scène, c'est le sommet de la rébellion. Et je dirais que deux rébellions s'unissent, une rébellion dans l'invisible et une rébellion dans le visible, parce que il faut essayer, moi j'ai essayé de me mettre à la place, comment on peut être aussi ridicule et vraiment ridicule avec cette femme, en effet, cette femme qui est, dont je ne sais même pas si on peut dire quoi que ce soit d'elle, puisqu'alors elle est très vindicative contre la grossophobie, contre toutes sortes de choses, hein, parce que elle se donne en spectacle, mais alors elle ne supporte pas la moindre critique. Hein. C'est ça, ils sont extraordinaires ces gens-là. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut rien dire, il faut au contraire, on n'a le droit que d'applaudir. Donc je ne sais comment dire ça, mais cette espèce de ridicule ils sont tous profondément ridicules. Et il faut essayer de se mettre. Et moi, ça, à mon avis, il vaut mieux avoir cette posture, et ce qui n'est pas une posture chez moi, qui est une volonté de compréhension de pourquoi ils dévient, pourquoi ils dérivent et pourquoi ils chutent à ce point dans la fange. Eh bien, c'est parce que c'est une rébellion. Eux-mêmes, ce sont des rébellions qui s'opposent. Thomas Joly, je suis allé regarder sa fiche Wikipédia. C'est un jeune homme qui, quand il était collégien, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Il faut y faire attention parce qu'il est à double tranchant. Comme certaines accusations de pédocriminalité. Thomas Joly dit « J'ai été un enfant harcelé quand j'étais jeune. Les garçons et les filles me poursuivaient parce qu'il devait être le malheureux très efféminé, pour savoir si c'était un garçon ou une fille. Donc il le mettait nu, en tout cas c'est ce qu'il dénonçait. Donc il se pose tout de suite, ce malheureux Thomas Joly, en victime. On peut comprendre, quelque part, que des êtres qui sont, semble-t-il, tellement en désaccordés avec la société, puissent être dans une forme de rage et de rébellion, de colère contre la société, contre la majorité des gens, contre des gens comme toi et moi, Raphaël, qui leur sont insupportables de notre banalité dans ce qui sont nos orientations sexuelles, par exemple. Donc ça leur est insupportable, ils sont dans une rébellion terrible, et à ce moment-là, évidemment, cette rébellion, qui est une rébellion contre la société, eh bien, vient, à mon avis, se fondre avec la rébellion contre la création, qui, elle, est satanique. Et c'est en cela qu'il se prête en tant qu'homme à cela, et finalement, il recherche une inclusion, il recherche à être admis en tant que tel. Hein. Thomas Joly a parlé de réconciliation, mais le problème, j'aimerais... D'amour républicain. Pardon ? Il a parlé d'amour républicain. D'amour républicain et de réconciliation. De quelle réconciliation parle-t-il? C'est-à-dire qu'il a l'air de dire qu'il veut, et c'était toute la pensée de Girard. Girard disait qu'il n'y aurait jamais eu le LGBT, il n'y aurait jamais eu cette tolérance absolue de nos sociétés chrétiennes s'il n'y avait pas eu justement le Christ. De même qu'il n'y aurait pas eu la science, telle qu'on la découvre aujourd'hui, qui profane même, s'il n'y avait pas eu justement un discours totalement radical et nouveau qui est développé par le christianisme. Ils détruisent ces malheureux, ils veulent être reconnus, et en même temps ils détruisent ce qui leur permettrait une reconnaissance. Une tolérance. Justement, Nicolas, j'aurais une autre question à te poser. D'abord, je fais un commentaire parce que là, vous êtes nombreux qui nous rejoignent. On est très nombreux. Merci à tous. On est plus de 3500 en direct en comptant tous les réseaux. Si vous êtes sur X, venez directement sur YouTube. Lorsque on est en direct sur X, il peut y avoir des bugs techniques. C'est lorsqu'il y aura la rediffusion que tout fonctionnera très bien. C'est comme ça pour quasiment toutes les chaînes en France, malheureusement. Donc, venez directement sur GPTV Actu. Donc, Nicolas, là, merci déjà pour cette analyse qui, à mon avis, pourra intéresser énormément de nos spectateurs parce que là, on est rentré
rentrer donc vraiment dans le cœur du sujet et de certaines notions donc symboliques importantes qui n'ont pas été observées à mon avis par beaucoup, ou même comprises, je veux dire. Par contre, il y a, avant de passer aux autres symboles qui semblent quand même importants à aborder, peut-être qu'on parlera d'un cavalier de l'Apocalypse, ce qui est pas rien non plus. Pour la scène, il y a un dernier élément qui, à mon avis, il faut absolument quand même noter, c'est qu'est-ce que foutait un enfant woke dans cette scène. Moi, je le dis directement et je te pose la question, donc Nicolas, entouré donc de femmes à marbre, dont un autre où on va dire oui, non, c'est un collant déchiré, mais on pourrait croire clairement, selon les images, qu'en fait, il avait un de ses membres à l'air. Ou plutôt en tout cas voilà une de ces billes de billard, boules de billard à l'air. Qu'est-ce qu'un enfant faisait à côté? Et si donc il y avait une raison pour cette présence-là, vu que Nicolas, donc là tu as fait cette analyse en comparant donc les protagonistes, c'est-à-dire en même temps la personne qui va remplacer le Christ, que faisait cet enfant ici? Oui, ben et qu'est-ce que faisaient les enfants au début de la cérémonie, dont certains ont eu raison de dire, mais ils apparaissent au début, ils sortent des catacombes d'un lieu de mort, et ils vont tendre la flamme à un personnage masqué dont on va pouvoir reparler et qu'on retrouvera sur l'ensemble de la cérémonie. Là aussi, il y a des enfants, et puis ces enfants disparaissent. On a l'impression qu'ils sont dans une espèce de Styx, de lieu où est Chiron, donc le passeur, évidemment, du monde des ténèbres, enfin de la vie au monde des ténèbres. Et donc, on joue avec les enfants, en effet, de façon assez surprenante. Il y a des enfants, c'est assez neutre sur la première scène, sur la dernière, c'est en effet beaucoup moins neutre, et on y met aussi, peut-être, probablement, quelque chose qui est en rapport avec la célébration, peut-être, en effet, d'une certaine pédophilie, pour une raison simple, c'est que cette scène, C-E-N-E, cette scène est purement sexuelle, elle est purement sexualisée. C'est ça aussi qui est déplorable dans leur façon de fonctionner, c'est-à-dire qu'ils nous envoient à la gueule en permanence leur sexualité, comme si on en avait quelque chose à faire. Et surtout, donc là, je me permets d'ajouter, de rappeler, donc pour ceux là qui vont nous rejoindre tout de suite, parce qu'on est de plus en plus nombreux, Nicolas a quand même fait un rappel de ce qui est censé être la scène. C'est que je ne crois pas que le dernier repas du Christ avant sa crucifixion soit à la base une orgie. On n'était pas en Grèce, hein, on n'était pas dans la Grèce antique, les amis. Ce n'est pas la même chose. Donc encore une fois, on est vraiment, d'où là les accusations de blasphème profond en fait cette scène, c'est que là on est sur voilà encore une fois l'inversion totale, et on peut parler comme tu l'as dit Nicolas, il y a des termes où il faut faire attention aux termes qu'on utilise, mais quand on veut parler en tout cas de satanisme, ou lorsqu'on veut parler de la forme de Lucifer et de ce qu'il déteste le plus au monde, et bien là en fait on a une synthèse intégrale qui était devant nos yeux et devant les yeux de plus de 2 milliards de spectateurs. Il y a encore un élément peut-être à donner sur Dionysos, c'est le vin. Dans le récit biblique, il y a, et ce sont les mêmes, le mot n'est pas le même, mais pourtant il y a les mêmes consonnes, donc ça en dit long sur les énergies. Vous passez, les évangiles commencent par les noces de Cana, C-A-N-A, et terminent par la scène, C-E-N-E. Donc il y a les mêmes énergies, et on passe de l'eau au vin, et du vin au sang, avec une transsubstantiation. Cette notion de transsubstantiation qui est un concept chrétien. Donc, tout est inversé. Il y a le sang de la reine, il y a le vin de Dionysos. C'est inversé, c'est totalement inversé. Alors qu'il y a bien, on parlait des trois amours, Eros, Philia, Agapé. On passe bien dans les noces de Cana, puisqu'il va manquer du vin. Hein, c'est la parabole, il va manquer du vin, et le Christ va se faire la 7e jarre. Puisque les 6 grandes jarres, c'est bien c'est finalement j'ai envie de dire, les évangiles commencent là où termine la misère de la sexualité LGBT, c'est-à-dire le dépassement d'un amour éros, d'un amour purement sexuel qu'on nous a envoyé à la figure pendant cette cérémonie. Il manque du vin, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que cette espèce d'ivresse, mais cette ivresse terrestre, doit être dépassée en une ivresse spirituelle. Bon. Eh bien, ça se voit, c'est immédiatement le cas dans les noces de Cana, puisqu'il y a un autre vin
qui va être le meilleur, puisque, et d'ailleurs les convives disent, le Christ, c'est pas le mariage du Christ, hein, contrairement à ce que dit Dan Brown, mais les convives disent, mais quel étrange maître de maison tu es pour nous donner le meilleur vin à la fin et le moins bon au début. Et non l'inverse, c'est dire que nous ne sommes plus sur la même dimension d'amour. On passe d'un amour éros à un amour philia. Et on va avoir cette transsubstantiation, cet amour, cette union, cette fusion de la communauté aimante chrétienne vis-à-vis de son Dieu, par une union mystique. Et c'est ça, les noces de Cana. Donc on voit parfaitement, si vous y réfléchissez bien, c'est l'inversion même des évangiles. Donc c'est une inversion complète. Et l'inversion, qui est le maître des inversions, qui est le maître du seuil, qui est sur l'inversion justement dans le miroir. J'ai même pas besoin de vous le dire, tout le monde le sait. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.